Avec Patrice Alban, nous sommes ensemble pour 30 minutes d'informations en continu. Au menu de ce journal magazine de la mi-journée de ce vendredi 24 août 2018, la régionale qui s'intéresse au développement du village de Zinsenou sur l'axe Abengourou-Bilekro, le Washington Bureau consacré à l'actualité des États-Unis d'Amérique et l'invité du jour avec Adama Bakayoko qui reçoit Dowo Yobwe, le sous-directeur des affaires monétaires pour parler de la campagne de sensibilisation 2018 sur la campagne de la bancarisation en milieu rural. Tout cela chapeauté par un journal. Voici les titres. Le président de la République regagne Abidjan ce vendredi. Il rentre de la Mecque où il a pris part à l'édition 2018 du Hadj. Le département d'Abidjan a un nouveau préfet, son nom Vincent Toby Irié. Il a pris fonction ce jeudi. Et puis le gouvernement tchadien nie avoir subi une nouvelle attaque des rebelles le 21 août dans la région de Koubiri-Boukri, à l'extrême nord du pays. Le Tchad répondait à un communiqué de la rébellion diffusé le lendemain qui affirme avoir attaqué la localité de Tarbou. Voilà pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue dans le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République regagne Abidjan ce vendredi. Il rentre de la Mecque où il a pris part à l'édition 2018 du Hadj. À cette occasion, les membres fondateurs du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP Parti unifié, appellent les populations à la mobilisation pour lui réserver un accueil chaleureux après avoir effectué le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. D'ailleurs, à l'invitation de Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, serviteur des deux saintes mosquées, le président ivoirien, qu'on peut appeler désormais El Hadj Alassane Ouattara, a pris part le 22 août dernier à la cérémonie traditionnelle annuelle marquant la fin de l'édition 2018 du Hadj. Au cours de cette rencontre, il a été félicité par le roi Salman Ben Abdelaziz en personne pour sa participation au Hadj de cette année. Il faut souligner qu'en marge de cette cérémonie, le président de la République a eu un tête-à-tête avec son hôte. Les deux chefs d'État ont évoqué la coopération bilatérale qu'ils se sont engagés à renforcer davantage. De son côté, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique vient de lancer ici à Abidjan l'édition 2018 de la campagne de sensibilisation sur la bancarisation. Cette campagne, pilotée par la Direction de la finance extérieure, va sillonner les régions du Gor, de l'Indéné-Djoua-Blanc, du Tompi et de San Pedro. Objectif, promouvoir l'inclusion financière, surtout en milieu rural. Des efforts consentis qui portent déjà des fruits, selon Savané Mori, sous-directeur de la finance extérieure. Le taux de bancarisation au sens strict en Côte d'Ivoire est passé de 7,1% en 2007 à 19,7% en 2016, avec un taux global d'utilisation des services financiers qui a enregistré une évolution remarquable, passant de 13,6% en 2007 à plus de 48% en 2016. Malgré les progrès réalisés en termes d'implantation des établissements de crédit et systèmes financiers décentralisés sur l'étendue du territoire ivoirien, ce taux demeure encore faible. Ces campagnes permettront sûrement aux banques et systèmes financiers décentralisés de saisir cette opportunité afin de mieux faire connaître leurs services aux populations. La cérémonie de lancement a été présidée par le directeur général adjoint du Trésor. Aussi, Arthur en a profité pour relever les performances économiques de la Côte d'Ivoire post-crise. On assiste depuis 2012 à une réduction du chômage et une inversion de la courbe d'évolution de la pauvreté. Ce taux de chômage est passé de 9,8% en 2012 à 5,6% en 2013, alors que l'incidence de la pauvreté régresse faiblement de 48,9% en 2008 à 46,3% en 2015. En 2016, le territoire ivoirien est couvert par 666 guichets et 934 DAB-GAB. Cette tendance s'inscrit à la hausse au vu des prévisions qui nous ont été communiquées par le système bancaire au titre de l'année 2018. A aussi Arthur, directeur général adjoint du Trésor. Environ
20 000 tonnes de caoutchouc naturel brut issus d'EVEA sont bloquées dans les ports ivoiriens depuis plusieurs mois. Un constat fait par RFI.fr qui souligne que les armateurs qui refusent d'embarquer cette cargaison se plaignent de la qualité de la marchandise. La Côte d'Ivoire, rappelons-le, est le premier producteur africain de caoutchouc et selon les estimations, le secteur fait vivre plus de 160 000 planteurs. Les directions régionales et générales des impôts de l'Ordre des experts comptables du Conseil national de la comptabilité et de la Fédération nationale des PME veulent renforcer la modernisation de l'économie nationale et crédibiliser le guichet unique des états financiers. Ces organes sensibilisent les opérateurs économiques sur l'application de e-lias et de visa afin de s'approprier un état financier avec des informations de qualité. La journée d'information a réuni des opérateurs économiques de différentes couches. Bodoa Gemba est expert comptable. Il explique l'importance d'une comptabilité fiable dans le dispositif économique ivoirien. Vous savez que toute entreprise qui s'implante, tout opérateur économique, disons donc tous les contribuables qui sont selon donc le fichier de la Direction générale des impôts donc pour l'année 2016, 43 000 entreprises, tous ces contribuables ont l'obligation de tenir une comptabilité qui, au terme de 12 mois, aboutit à produire des états financiers qui sont donc le bilan, le compte de résultats et puis bien sûr donc le tableau des flux ou le tableau financier des ressources à emploi. Ces états financiers-là sont censés restituer la bonne information de l'entreprise. Le rôle de l'expert comptable, c'est, après lecture de ces états financiers, de dire s'ils sont bons ou s'ils ne sont pas bons. Ceci permet à l'économie d'avoir une information fiable. Bodoa Kangembeya, expert comptable. Direction le nord du pays, où le maire de Komboro-Dougou veut lutter contre la pauvreté dans sa commune. Un vaste projet de construction de magasins est en cours dans le marché de la localité. 8 bénéficiaires de la deuxième tranche de ce projet ont reçu récemment les clés de leur magasin. Des détails avec Siekwasi. En construisant ces nouveaux magasins, le maire de la commune de Komboro-Dougou réalise un projet communautaire longtemps caressé, permettre aux jeunes commerçants de la cité d'asseoir leur business et participer efficacement au développement local. Koulibaly Drissa. Nous voulons installer un marché quotidien au lieu du marché hebdomadaire. Il n'y a pas de boutique, ce n'est pas possible. On a commencé par les appartements pour satisfaire les ménagères. Maintenant, nous passons à une phase supérieure, les magasins pour les commerçants. Yeo Seydou vient de recevoir la clé de son nouveau magasin. Je vends les produits divers. J'ai décidé de prendre un magasin pour pouvoir stocker mes produits divers. Est-ce que tu sais que c'est en payant tes taxes que le maire a pu construire ça? Quel appel tu lances à tes camarades qui n'aiment pas payer les taxes? Donc je les encourage de payer les taxes pour pouvoir permettre au maire de construire encore d'autres magasins pour le bien-être de la population. Sylvie Yelelea est déjà installée dans le marché. Elle connaît l'utilité d'un magasin dans un marché. Le métier de presse, c'est salissant. C'est à cause de ça qu'il y a pour un magasin pour ne pas salir les gens. C'est important pour Komboro. D'autres sont motivés pour faire les magasins. Il n'a qu'à construire encore. Mais pour que ce projet ne s'arrête pas, il faudra la contribution des populations à travers le paiement des taxes communales. Écoutons de nouveau Koulibaly Drissa, maire de la commune de Komboro-Dougou. Quand on vient encaisser les taxes, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les aider. Tous ces magasins que vous voyez, c'est par l'intermédiaire de leurs taxes. Donc quand on demande de payer les taxes, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux-mêmes. Cette cérémonie de remise de clés s'effectue en marge du deuxième conseil municipal de la ville. Une moto a été remise aux forces de la gendarmerie par le chef de canton et un important lot de matériel d'entretien de la part du maire au centre de santé communautaire de Komboro-Dougou. C'est quoi de retour de Komboro-Dougou, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais en début de journal, le département d'Abidjan a un nouveau préfet. Son nom, Vincent Toby Irié. Il a pris fonction hier jeudi après la passation de service entre lui et Madame le secrétaire général Oulakra Takia Félicité qui assurait l'intérim. Vincent Toby Irié était jusqu'avant sa nomination, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qu'il remplace à ce poste. L'inspecteur général des services de l'administration du territoire qui a présidé la passation a demandé aux agents de la préfecture leur collaboration. Auguste Zogbeyi. La préfecture d'Abidjan, ce n'est pas n'importe quel département, nous le savons tous. C'est le plus grand département, c'est la plus grande préfecture de notre pays. Vous devez continuer d'être sérieux, parce qu'Abidjan, c'est un ministère pratiquement qui ne dit pas son nom. Et surtout, continuez de vous mettre à la disposition de celui qui est arrivé. Alors quand je dis se mettre à sa disposition, ce n'est pas, je le répète, à la disposition de sa personne, c'est se mettre à la disposition du service. Donc je voudrais vous remercier, au nom sans doute de celui qui est déjà parti, c'est le ministre qui était là à l'époque. Il n'a pas été remplacé aussitôt.
Mais bon, il y en a qui ont assuré l'intérim. Maintenant, vous avez un chef en titre, j'allais dire. Il faudra l'écouter, il faudra l'aider, il faudra lui donner les informations qu'il faut. Il faudra rendre compte. Beaucoup d'agents n'aiment pas rendre compte. Dans l'administration, l'une des obligations essentielles qui pèse sur nous, c'est de rendre compte. Quand on vous a envoyé, il faut venir rendre compte. Il n'y a rien d'évident dans la vie. Le nouveau préfet d'Abidjan mesure la charge de la responsabilité. Avec humilité, il dit être à la disposition de tous et souhaite établir une collaboration sincère avec le personnel de la préfecture. Toby Vincent Irié. D'un cabinet à une préfecture, ce sont deux réalités totalement différentes. Donc c'est ensemble qu'on va apprendre, à vos côtés, on va apprendre à connaître les documents. D'ailleurs ce matin, quelques collaborateurs ici devant moi m'ont fait remarquer certaines petites erreurs, même sur ma tenue. Donc ça veut dire qu'on apprend mutuellement. Donc on est dans ce processus d'apprentissage mutuel. Il ne faut pas se gêner s'il y a des remarques à faire. Nous avons déjà eu la chance de diriger une petite équipe de l'autre côté et nous voulons imprimer le même esprit ici de collaboration, de travail, de proactivité et d'engagement, de passion également dans ce que nous faisons. Les défis dans les documents qui nous ont été donnés tout à l'heure, dans les documents que nous avons signés, il y a des défis très importants liés aux aspects culturels. Mais c'est des choses qui vont faire l'objet de consultations et d'écoute des uns des autres pour voir comment on peut régler ça. Et bien sûr, il y a tout ce que nous savons, la gestion quotidienne, les catastrophes et tout ce qui marque la vie d'une circonscription. Vincent Toby Irié, nouveau préfet du département d'Abidjan, qui vient de prendre fonction. Haute personnalité nouvellement installée, c'est la présidente de la mutuelle de développement du village de Créblé dans la sous-préfecture de Gagnoa. Grobli Eugénie a été investie par Madame Kadriatou Gon Koulibaly lors d'une cérémonie qui s'est déroulée récemment à Créblé en présence du maire de la commune de Gagnoa, Medji Bamba, et du président du conseil régional du Go, Joachim Djedje Bagnon. Suivons la réaction de la toute première femme présidente d'une mutuelle dans le Go après son investiture, Eugénie Grobli. J'ai accepté d'être élu président de la mutuelle parce que je voulais quand même qu'il y ait un changement. Il y a eu toujours les hommes, comme partout d'ailleurs, mais ici, j'ai été sollicité par la jeunesse, par les cadres, par les femmes. Je suis présidente de l'association des femmes de ce village, de mon âge. Et donc, j'ai accepté volontiers d'être candidate. Et voilà, c'est la première fois dans notre région de Gagnoa, dans le Go, qu'une femme est élue présidente de mutuelle. C'est une première. Donc, je suis vraiment fière. On revient sur ce drame. La population de Divo est toujours sous le choc après l'incendie mortel d'une maison située au quartier Konakro dans la nuit de mardi à mercredi. L'incendie a coûté la vie à 7 personnes, dont un professeur de SVT. Les circonstances restent encore indéterminées, même si des éléments matériels pencheraient pour un départ de feu dans la cuisine du logement. Henri Gervais s'est rendu hier dans la capitale de la région du Lodjibois, son constat. La ville de Divo est encore dans la tristesse après ce drame. Selon des témoignages que nous avons recueillis sur place, c'est aux environs de 2 heures du matin que des voisins ont été attirés par des flammes qui émanaient de la résidence de M. Baye. Écoutons ces riverains. Je m'appelle Atia Jacques, je suis le gardien de là-bas. 2 heures du matin, j'étais en train de faire mélange et j'ai entendu cri. Donc je suis sorti, je pensais que c'était le volet. Quand je suis sorti, j'ai vu la fumée. Ça sortait, donc j'ai commencé à réveiller tout le monde. Il y a une maison qui prend le feu. Et c'est là que nous sommes sortis. Et puis on a commencé à éteindre le feu. Bon, quand on est arrivé là, on a vu que tout était déjà pris. Et puis on a commencé à puiser l'eau pour éteindre. On 7 morts. Grand, il y a 4. 3 enfants. Kwadio Kofi Julis. J'étais là depuis 3 heures du matin quand l'événement s'est passé. C'est le gardien de la cité Kadej qui nous a interpellés ici tous. Tout le quartier était rassemblé. On a essayé de faire ce qu'on pouvait faire. On s'est débattu. Bon, on savait pas, même les sapeurs-pompiers même étaient venus. On n'a pas su qu'il y avait des morts. C'est à la dernière minute, quand il a commencé à faire jour, en train de faire sortir les toitures, les trucs, par-ci par-là, qu'on a constaté des morts. Effectivement, il y a eu 7 morts. Une dame, un monsieur, plus des enfants. Les sapeurs-pompiers du centre de secours du Lodjibois se sont heurtés au manque d'eau et surtout à la rigidité des antivols. Ils ont réussi à vaincre le feu après plusieurs heures de lutte et de détermination, mais n'ont pu sauver aucune vie. Le gouvernement ivoirien a dépêché mercredi une délégation dans la capitale du Lodjibois après cet incendie. Henri Gervais, Divo, pour Radio Côte d'Ivoire. Parlons à présent de la 9e édition des journées socio-culturelles des artisans de la Chambre départementale de métiers de Daoukro. Civisme et cohésion pour un développement durable a été le thème choisi pour cette édition. Honorine Niaré nous en parle.
Durant 3 jours, les artisans du département de Daoukro ont démontré leur savoir-faire à travers des activités récréatives sportives, des expositions d'objets artisanaux et d'une conférence sur le civisme et la cohésion pour un développement durable. Kwame Nyanza Eli est le président départemental de la Chambre de métiers de Daoukro. Ce que nous apportons, c'est le développement et l'économie. Parce que qui dit artisan, dit l'économie. Aujourd'hui, l'économie de notre département se regroupe sur les artisans. C'est grâce aux artisans qui paient les patentes, qui paient les impôts, la commune à 50% pour pouvoir vivre. Il n'y a rien de tel d'avoir un métier. Un avis partagé par des artisans qui ont reçu des diplômes de fin de formation lors de ces journées socioculturelles. Formation de pâtisserie. J'ai bien appris, en tout cas bien formé, comment savoir gérer et puis demain créer son entreprise pour ne pas dépendre de quelqu'un. Timukona Amos, froid climatisation. Je vais créer ma propre entreprise pour servir ma nation. Si tout le monde avait cette philosophie, il n'y aura pas d'immigration. À la Ligue Quadio Jean Rodrigue, en tout cas vraiment je suis fier aujourd'hui d'apprendre un métier. Bon, avec cette formation, comme je sais que c'est ça qui va me donner à manger demain, en tout cas, je ne vais pas m'amuser avec. Ajoutons que des diplômes de fin de formation ont été attribués à 215 jeunes filles et garçons lors de cette 9e édition des journées socioculturelles des artisans de Daoukro. Honorine Niaré, Daoukro, pour Radio Côte d'Ivoire. On ouvre le chapitre des magazines constitués de la régionale, de l'actualité internationale, du Washington Bureau et de l'invité du jour. On démarre avec la régionale. Zinzenou, village situé sur l'axe Abengourou-Anibi-Lekro dans la sous-préfecture de Yakassé-Feyasé, amorce son développement à grands pas. Des réalisations de la mutuelle de développement de Zinzenou-Mudézi ont été dévoilées lors de la célébration de la 3e édition de Oklo Woklobla. On peut citer un château d'eau, un bâtiment pour l'école primaire, le centre de santé et l'église catholique du village Relouké. Richard Dibi, Abonois, nous en dit plus. La régionale. Avant, à Zinzenou, c'était dur. On a trop souffert à faire de l'eau. On partait dans les puits, l'eau sale. On partait en puits. On vient préparer avec. 2 jours, 3 jours, même on est malade. Voici l'un de ces témoignages. Zinzenou, ce gros village d'environ 5000 habitants, étanchait sa soif dans les marigots et autres puits, avec tous les risques liés aux maladies provenant de l'eau. Grâce à la Mudézi, la mutuelle de développement de Zinzenou, ce cauchemar relève désormais du passé. Un gigantesque château d'eau de 12 mètres de haut, avec une capacité de 50 mètres cubes d'eau par heure. Désormais, tous peuvent se rendre à Zinzenou dans la quiétude. Carole Adou, je dis merci à la Mudézi pour ce château d'eau qui a été offert à tout un village qui a souffert vraiment, qui a fait que pendant un certain moment, on n'arrivait plus à venir au village parce que c'était difficile. Aller charger de l'eau, nos moments assez souffert. On leur dit merci encore pour l'effort qui a été fourni pour ce château d'eau. Le village sera animé parce que les gens viendront comme il se doit, comme avant, parce que quand il n'y a pas de l'eau, c'est difficile, on n'arrive pas à venir au village comme il se doit. Maintenant, on viendra fréquemment au village. Au-delà du château d'eau, il y a aussi l'école où un bâtiment de 3 classes a été construit. L'église et les centres de santé ont subi un toilettage grâce à la mutuelle qui s'est approprié un concept à Klobla. Le sens de ce concept avec Kwaku Kwadu Ernest, président de la mutuelle de développement de Zinzenou. Le concept est Klobla. Littéralement parlant, ça veut dire si tu aimes ton village, il faut venir. Il faut venir pourquoi? Il faut venir pour aider les parents à avoir un mieux-être. Il faut venir pour se retrouver comme les Baoulés le font en Pakinou. Il faut venir pour discuter du développement du village. Il faut également venir pour chacun selon ses compétences. Tu es médecin, tu es charpentier, tu es ingénieur. Il faut venir pour apporter ta pierre à l'édifice dans le développement du village. Donc le concept Klobla, c'est une occasion de retrouvailles pour discuter du développement du village. C'est une occasion de retrouvailles pour pouvoir penser au bien-être de la population. Ce jour-là, toutes les filles et fils des Zinzenou étaient présents pour être des témoins privilégiés de toutes ces actions. Les autorités locales n'ont pas boudé cette 3e édition de Yaklo Klobla non plus. Le maire de la commune d'Abengourou, le sous-préfet de Yakassé-Feyasé et le préfet des régions, préfet du département d'Abengourou ont répondu à l'appel de la jeunesse des Zinzenou. En réalité, Zinzenou a bénéficié de plusieurs acquis, mais beaucoup reste à faire.
fait Kwaku Kwadu Ernest, président de la mutuelle de développement de Zinzeno. Faire la maternité et le logement de la sage-femme. On va faire la pose à première pierre très bientôt. Mais également, on a fait un autre lotissement. On doit faire la viabilisation du lotissement. Ça aussi, ce sera fait sur fonds propres de la mutuelle. Il faut penser à un 4e lotissement. Et également, il faut penser à un foyer des jeunes. Et puis un espace qu'on va appeler espace écolo-clobla. C'est-à-dire c'est un espace où on va mettre le bureau local de la mutuelle avec une salle où on pourra faire les réceptions. Et puis, en plus de ça, il faut faire l'extension du réseau électrique. Bien des projets à venir pour le bien-être des populations des Zinzeno. La MUDESI mène des actions louables qui profitent aussi. Certainement, Cloclobla Acte 4 va traduire en acte concret les projets en attente. C'est d'ailleurs le vœu de toute cette population. La régionale pour ce numéro s'est terminée. Richard Dibi Abounois, à la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi n'a pu déposer sa candidature à temps, mais il espère toujours pouvoir le faire. Dans tous les cas, il annonce qu'il soutiendra le candidat unique décidé par les partis d'opposition à la majorité présidentielle. Le gouvernement tchadien nie avoir subi une nouvelle attaque des rebelles le 21 août dans la région de Kouri-Bougri, à l'extrême nord-est du pays. Le Tchad répondait à un communiqué de la rébellion diffusé le lendemain qui affirme avoir attaqué la localité de Tarbou. Dans cette zone, des mines d'or déjà attaquées une première fois le 11 août. Le groupe rebelle du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, créé en Libye en 2016, affirme que les militaires tchadiens ont pris la fuite. Et puis, en Australie, la crise politique touche à sa fin. Après 7 jours d'incertitude, le Parti libéral au pouvoir a élu un nouveau Premier ministre pour remplacer Malcolm Turnbull, jugé trop faible. Il s'agit de Scott Morrison, qui était jusqu'à maintenant le ministre du budget du pays, principal déclencheur de cette crise, la politique énergétique et climatique de l'Australie. Suivons ensemble la suite de l'actualité internationale dans le Washington Bureau. Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique, une coproduction RTI-VOA. Bonjour à tous, au menu de ce numéro de Washington Bureau, coup de filet de la justice américaine dans l'entourage du président Donald Trump, un nouveau développement qui va compliquer les ennuis judiciaires du locataire de la Maison-Blanche. Bienvenue à Washington, D.C. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Le président Donald Trump a essuyé cette semaine un double coup judiciaire avec son ancien avocat qui l'a personnellement impliqué devant un juge et simultanément son ex-chef de campagne qui a été reconnu coupable à son procès. Les détails avec Deli Diko. Au total, Cohen a plaidé coupable de 5 délits de fraude fiscale, 1 de fraude bancaire et 2 violations de la loi sur le financement des campagnes. À la sortie du tribunal, le procureur adjoint des États-Unis, Robert Khuzami, a déclaré que ces accusations, en plus d'être graves, reflètent un schéma de mensonge et de malhonnêteté sur une longue durée. Mr. Cohen pled guilty to 2 campaign finance charges. M. Cohen a plaidé coupable à 2 accusations de violation de la loi de financement des campagnes, dont une pour avoir facilité une contribution illégale et l'autre pour une contribution personnelle excessive. Toutes 2 dans le but d'influencer les élections de 2016. De plus, Michael Cohen a reconnu avoir acheté le silence de 2 femmes dont les déclarations auraient pu avoir un effet négatif sur la campagne électorale du candidat Trump. À Washington, Paul Manafort a été reconnu coupable de 8 des 18 accusations de fraude. Des analystes ont expliqué à la VOA que les procédures judiciaires donnent une légitimité renouvelée à Robert Mueller, le conseiller juridique spécial en charge de l'enquête sur l'ingérence russe lors des élections de 2016. L'enquête de Mueller a révélé le linge sale de l'entourage du président. Bien que cette condamnation se fonde sur les engagements de Manafort avant la période Trump, elle démontre le genre d'activité et de personnes au cœur de la campagne Trump. Le président Trump a déclaré que la condamnation de Manafort ne prouve aucune collusion entre sa campagne et la Russie.
Mais les analystes soulignent que le deuxième procès de Manafort en septembre se penchera sur ses services de lobbying en faveur d'un gouvernement pro-russe en Ukraine. L'enquête a révélé que Manafort avait assisté à une réunion préélectorale à la Trump Tower à laquelle participaient d'autres associés de Donald Trump et un avocat russe qui aurait partagé des informations préjudiciables sur Hillary Clinton. Il est vrai que le fait de rechercher des informations louches sur un autre candidat fait partie de la politique, mais il n'est pas normal d'obtenir ce type d'informations d'une puissance adverse. Des experts ont affirmé à la VOA que l'enquête menée par Mueller ne peut être considérée comme une chasse aux sorcières et que très bientôt, elle devrait prendre de la vitesse. Abidjan, Washington, Washington, Abidjan. Le président américain accuse son ancien fidèle avocat de mentir. Michael Cohen affirme avoir acheté à la demande de Donald Trump le silence de 2 maîtresses présumées. Idrissa Seydoudia. Le président Donald Trump a rejeté toute accusation d'infraction et il a contredit son ancien fidèle avocat Michael Cohen. Ce dernier a affirmé mardi devant un juge fédéral avoir acheté à la demande du candidat le silence de 2 maîtresses présumées à quelques jours de la présidentielle de 2016. M. Trump a déclaré sur Fox News qu'il n'avait pris connaissance que plus tard des paiements versés aux 2 femmes. Ce n'est même pas une infraction aux lois électorales, a-t-il affirmé. Les fonds ne venaient pas de l'équipe de campagne, ils venaient de moi. RTI Washington Bureau pour cette semaine, ce sera tout. Jean-Roger Billon de la Voix de l'Amérique à ce micro. Réalisation Georges Léonard Sagno. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique. Une coproduction RTI-VOA. Retour à Abidjan, ici dans ce studio pour cette fois l'invité du jour. Adama Bakayoko s'entretient avec Dowo Yobwe. Il est sous-directeur des affaires monétaires et bancaires au Trésor. Il parle de la campagne de sensibilisation 2018 sur la bancarisation en milieu rural. L'invité du jour. Monsieur Dowo Yobwe, bonjour. Bonjour. En 10 ans, le taux de bancarisation de la Côte d'Ivoire reste encore en deçà des 20%, loin derrière les pays comme le Maroc ou encore l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui empêche ce taux de grimper? Dans un premier temps, il y a un problème de culture de la population vis-à-vis de la banque. Nous avons fait le tour de certaines villes et parfois sur les marchés, on nous dit mon propre argent là, le jour où je vais aller retirer, on me dit il n'y a pas réseau. Moi, je ne mets pas mon argent là-bas. Ça, c'est une première cause. Deuxième cause, il y a une forte concentration des établissements de crédit à Abidjan. Plus de 600 agences sont à Abidjan. Donc il y a des zones qui sont sans établissement bancaire. La personne qui est dans cette zone n'a pas le réflexe d'aller déposer son argent en banque. Troisième cause, un problème de niveau de revenus. L'un dans l'autre, ça pose quand même des difficultés. Mais nous essayons de résoudre par les campagnes que nous faisons. La BCEAO en a fait avant nous. Nous en faisons depuis 2016. Et on est en train de mettre de nouvelles institutions qu'on appelle les intermédiaires en opération bancaire, qui ne sont pas des banques, mais qui peuvent être dans une zone où il n'y a pas d'établissement bancaire, qui collectent de l'argent au nom de certaines banques auprès de la population. Donc ça fait que du coup, ces populations-là deviennent ipso facto bancarisées. Alors, des efforts qui ont porté le taux de 7% à 19,7% aujourd'hui. Alors, quel est l'objectif visé à présent? Notre objectif est de 20% en 2020. Mais comme nous sommes à 19%, presque à 20%, on va voir s'il ne faudrait pas aller un peu plus loin. Mais l'objectif officiel, BCEAO, gouvernement compris, est de 20% en 2020. On peut le dire, ce taux est déjà atteint. Vous venez à peine de lancer encore une campagne de sensibilisation comme vous l'avez fait en 2016-2017. Alors cette année, c'est quoi le leitmotiv? Le leitmotiv, c'est la qualité des services financiers, la qualité des services bancaires. C'est-à-dire qu'il faut toujours et toujours expliquer aux populations la qualité des services bancaires, toujours leur dire que les avoirs sont plus sécurisés en banque que chez eux à la maison, leur dire que pour avoir des financements pour leurs propres activités, il faut qu'ils soient bancarisés. Voilà un peu le leitmotiv pour lequel nous nous déplacerons bientôt dans les 4 régions, le Tonkoui, le Gor, etc. Le Tonkoui, le Gor, l'Indéné du Wablin et San Pedro. Comment ça va se passer concrètement cette campagne de sensibilisation? Il y a 2 étapes. La première consiste à ce que nous appelons la
prospection, c'est-à-dire pour que nous ayons l'adhésion des populations. Nous nous déplaçons dans ces villes, nous contactons les autorités, les leaders d'opinion, de telle sorte que cela mobilise la population. La deuxième étape, nous allons maintenant pour expliquer à la population les enjeux de la bancarisation et l'intérêt de la bancarisation. Voici la qualité des services financiers. Et nous voulons ajouter cette fois-ci que nous puissions ouvrir des comptes séances tenantes. Parce qu'il faut qu'on puisse dire quand nous sommes passés, nous avons recueilli, même si c'est 10 personnes, mais ça 10 par rapport au ratio, ça fait bouger un peu les lignes. L'autre stratégie, l'année prochaine, au lieu de faire région par région, ça va nous prendre trop de temps. On est en train de voir si le trésor est représenté sur toutes les régions. Est-ce qu'il ne faut pas une stratégie où tout le pays est impliqué en même temps? En fait, c'est le format qu'on était en train d'étudier quand, je ne sais pas s'il fallait le dire ici, quand nous avons perdu notre patron de façon drastique et on a dû réviser très rapidement nos ambitions pour faire au moins 4 régions cette année. Monsieur Dowo Yoboué, merci. Merci. L'invité du jour. L'invité du jour qui ferme les pages de ce journal magazine. À présent, le rappel des titres. Le président de la République regagne Abidjan ce vendredi. El Hadj Alassane Ouattara rentre de la Mecque où il a pris part à l'édition 2018 du Hadj, 5e pilier de l'islam. Promotion de l'inclusion financière en milieu rural. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique vient de lancer à Abidjan l'édition 2018 de la campagne de sensibilisation sur la bancarisation. Le département d'Abidjan a un nouveau préfet, son nom Vincent Toby Irié. Il a pris fonction hier et puis le gouvernement tchadien nie avoir subi une nouvelle attaque des rebelles le 21 août dans la région de Kouri-Bougri à l'extrême nord-est du pays. Ce journal est ainsi terminé. Merci à Patrice Alban, assisté d'Éléonore Djer pour la mise en onde, de même qu'à l'ensemble de la rédaction pour la préparation de ce journal. Grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Bon vendredi à tous et à toutes. C'était le journal présenté par Abou Silla.